Je remercie mon collègue Daniel Breuiller de sa présence régulière et attentive. Donc vous êtes informé sans doute bien sûr de cette mission d'information qui a démarré déjà depuis fin février. Donc on est un petit peu plus qu'à mi-parcours. On devrait rendre nos travaux donc fin juin pour une validation début juillet pour se situer un peu au niveau du calendrier, avec une démarche qui aujourd'hui s'inscrit dans un contexte qui crée un peu une résonance particulière sur le sujet, donc tant mieux. Ça nous permet peut-être d'affirmer un peu plus et de souhaiter une politisation au sens noble du terme du sujet. Et je pense que ça va plutôt dans le bon sens dans ce cas de figure, avec différents travaux, différentes annonces que vous avez bien sûr tous en tête par rapport à ça. C'est une mission d'information qui a été proposée par le groupe socialiste, écologique et républicain, dont je fais partie. Le président, c'est Rémy Pointreau. Elle fait partie du groupe républicain, sachant qu'on est dans une démarche toujours transpartisane sur les missions d'information, et plus particulièrement donc, au niveau du Sénat. Donc bien évidemment, nous rencontrons un ensemble de parties prenantes. Le sujet est relativement large quand on parle des gestions durables de l'eau aujourd'hui, avec la résonance bien sûr du Varenne de l'eau, du plan eau qui a été annoncé récemment et qui devrait nous permettre d'approfondir aussi certains sujets qui ont été mis sur la table et qui méritent aujourd'hui peut-être des éclaircissements. Ce que je vous propose peut-être dans les propos liminaires, c'est d'une part de vous présenter pour qu'on vous connaisse effectivement un peu mieux, et puis même si la FNCCR est assez connue, malgré tout, de nous représenter effectivement cette fédération qui est importante aujourd'hui et dans les relations bien sûr que vous pouvez avoir avec les collectivités sur différents enjeux, sachant qu'un questionnaire vous a été transmis. On rentrera dans les premières questions. Je rebondirai sur vos propos. On n'aura sans doute pas le temps de tout traiter, mais vous nous communiquerez les éléments par ailleurs que vous souhaitez par courrier ou par mail. Par mail de préférence facilite le travail de M. Sabouret. Et même d'ici à 15 jours, 3 semaines, vous pourrez encore nous communiquer des éléments que vous souhaitez porter à notre connaissance. On les travaillera bien évidemment. Je vous en prie. Monsieur le vice-président. Merci beaucoup. Donc, Hervé Paul, je suis le maire de Saint-Martin-du-Var, dans les Alpes-Maritimes, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, en charge de l'eau, l'assainissement et l'énergie. Je siège donc à toutes les instances du comité de bassin RMC, dont je suis le vice-président du comité d'agrément, à côté de Marcel Sadier. Et donc, je siège au conseil d'administration de l'agence depuis 2008. Voilà. Donc, je suis vice-président de la FNCCR, donc référent du cycle de l'eau, et vice-président du comité national de l'eau, qui se tient cet après-midi d'ailleurs, et que j'aurai le plaisir et l'honneur de présider, puisque notre ami Jean Launay est indisponible cet après-midi. Voilà. Peut-être je vais laisser Cyrielle et Franco se présenter avant de rentrer dans les détails de la FNCCR. Merci. Donc Cyrielle Vandeval, donc je travaille à la FNCCR sur la gestion et la préservation des ressources en eau depuis quelques années maintenant. Donc j'ai beaucoup travaillé sur notamment la préservation de la ressource par rapport aux pollutions, donc d'origine agricole et non agricole. Et puis je travaille aussi beaucoup ces derniers temps sur les aspects de quantité d'eau et puis d'économie d'eau, puisque la FNCCR donc anime le club des bonnes pratiques d'économie d'eau et de tarification depuis maintenant 3 ans, donc sur lequel on travaille beaucoup. Je suis Franco Novelli, je suis l'adjoint du chef du département cycle de l'eau de la FNCCR et je me charge en particulier des questions techniques. Je suis ingénieur, eau potable, assainissement collectif, et la GEMAPI également. Voilà, nous évoquerons un peu ce sujet-là, qui nous interroge sur certains aspects. Donc on appuie des collectivités adhérentes à la FNCCR, principalement sur les aspects techniques, et un appui des collègues à l'intérieur de la FNCCR, et puis des autres associations partenaires. Très bien. Donc en 2 mots, la FNCCR, c'est
une association de collectivités locales exclusivement, j'insiste là-dessus, parce qu'il n'y a vraiment que des collectivités locales qui sont représentées, donc des élus. Elle a principalement 3 missions, c'est d'accompagner les collectivités locales adhérentes, d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique. C'est aussi un centre de formation certifié, alors pas pour les élus, mais pour les agents, les techniciens. Sa deuxième mission, c'est de mettre en réseau, de favoriser les échanges entre les membres et de partager aussi les retours d'expérience avec cette expertise qui s'est vraiment développée au sein de la FNCCR, que ce soit du point de vue juridique, vraiment technique. Il y a vraiment cette volonté de partager, en prenant en compte évidemment la grande diversité de nos adhérents, puisqu'on a des adhérents qui représentent des petits syndicats de communes, et puis de grandes intercommunalités ou de grands syndicats interdépartementaux parfois. Donc voilà, c'est la richesse de cette diversité. Et puis c'est aussi de représenter, bien sûr, les adhérents auprès des pouvoirs publics. Et donc c'est un peu l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Voilà. On peut dire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur le rapporteur, que la FNCCR a été très active depuis les 2 cycles des assises de l'eau, puis le Varenne de l'eau agricole, puis le plan eau, et dans la réforme aussi des redevances des agences de l'eau, puisque c'est un des points qui sont à l'ordre du jour du Comité national de l'eau qui se tiendra cet après-midi à la présentation donc, de cette réforme en profondeur des redevances des agences de l'eau. Sur la réforme des redevances des agences de l'eau, aujourd'hui, plus précisément, c'est une commande de qui au démarrage? C'est une commande du gouvernement ou c'est une commande des parties prenantes? C'est un sujet qui remonte déjà à 2019. L'idée étant que aujourd'hui, dans les produits des agences de l'eau, il y a les redevances, mais il y a aussi, pour les collectivités, il y avait une contrepartie quelque part qui était un peu une incitation à bien agir, qui était les redevances pour primes épuratoires. Et ces redevances pour primes épuratoires ont été remises en question par certains comités de bassin, mais surtout par l'Europe, qui considère que c'est une subvention de fonctionnement et qu'il n'y a pas lieu de verser au service d'eau et d'assainissement, enfin au service d'assainissement en l'occurrence, des subventions de fonctionnement. Dès lors, dans le cadre du 12e programme, il était prévu que ces primes épuratoires disparaissent, ce qui a pour effet mécanique, bien, pour les contributeurs qui en bénéficiaient, de voir leur contribution augmenter. Et donc, il fallait, et puis surtout qu'il n'y avait plus du tout de dispositif incitatif aux bonnes pratiques dans les redevances. Donc l'idée, c'était d'introduire dans ce nouveau dispositif ce côté incitatif, qui va intervenir à la fois sur les performances des services d'eau et sur les performances des systèmes d'assainissement de chacun des services d'assainissement. Ça ne touche pas que les systèmes. Je me permets de faire juste une incise sur le sujet parce qu'il faudra que nous le creusions effectivement un petit peu plus. Ce n'est pas uniquement le système d'assainissement. Dans le cadre des participations de financement, même sur des redevances de soutien d'étiage, il y a des agences de l'eau qui participent dans le cadre du budget sur des coûts de fonctionnement qui atténuent quelque part la participation des usagers. Oui, alors là, on est dans le domaine des aides des agences de l'eau. En fait, d'un côté, les aides des agences de l'eau, c'est des dépenses des agences, et les redevances, ce sont leurs produits. Donc là, on ne réforme que les redevances, c'est-à-dire les recettes des agences de l'eau. Une partie des recettes, puisque la réforme des redevances prélèvement, par exemple, est en cours et est dissociée de cette redevance-là, qui est une redevance qui est principalement payée là aujourd'hui par les abonnés domestiques et assimilés. C'est cette partie-là qui est remise en chantier. D'accord. Du coup, pour purger ce sujet-là, il y a donc au niveau du CNE aujourd'hui des travaux particuliers, et donc au niveau du calendrier qui est proposé, quel est-il exactement? Quand est-ce qu'il y aura une cristallisation? Alors le CNE va rendre un avis cet après-midi. Ensuite, il y a les conférences budgétaires qui vont approfondir, si vous voulez, les modalités dans le détail, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des points que tout n'est pas complètement écrit. Il y a notamment sur des indicateurs de performance, il y a des choses qui sont encore à régler. Et l'objectif, c'est que cette réforme entre en vigueur le 1er janvier 2025 avec l'application des 12e programmes des agences de l'eau, du deuxième programme. Voilà. Donc il faut que ce soit bouclé en 2024 pour que chaque comité de bassin ensuite puisse se prononcer sur les taux, puisque là il y a un cadre qui est défini au niveau national, mais c'est bien chaque comité de bassin
par avis conforme avec le conseil d'administration qui définit les taux de redevance pour que ces redevances soient perçues à partir de 2025. Très bien. Donc là, on est au bout du processus, j'allais dire, de concertation et de débat. La tarification différenciée dans les objectifs qui sont souhaités pourrait aujourd'hui impacter également le fonctionnement même du modèle économique des redevances. Aujourd'hui, on parle de redevances qui produisent une recette d'à peu près 1,450 milliard d'euros par an pour les agences de l'eau. La proposition qui va être proposée cet après-midi est d'asseoir les 2 tiers de cette redevance, c'est-à-dire à peu près 1 milliard d'euros, sur les volumes consommés. D'accord, quels que soient les volumes consommés à partir du moment où c'est sur le réseau d'eau potable. Et les 450 millions restants, répartis sur des objectifs de performance des services d'eau, donc notamment la connaissance patrimoniale, le niveau de rendement, les plans d'action qui sont mis en œuvre pour réduire les fuites, et puis les services de performance des systèmes d'assainissement, performance des stations d'épuration, mais aussi performance des réseaux de collecte, donc performance équipement, performance épuratoire, etc. Donc, sur ces 450 millions d'euros, il y a encore un débat, mais vraisemblablement, il y aura ou 2 tiers sur l'eau, 1 tiers sur l'assainissement, ou moitié-moitié, c'est pas encore tout à fait arbitré. Et donc, l'idée étant que lorsque le système n'est pas performant, on applique un coefficient de 1, et lorsque le système est performant, le coefficient peut descendre jusqu'à 0,3 sur la part eau et jusqu'à 0,4 sur la part assainissement, ce qui revient à avoir une réduction de 70% de la redevance. Là, c'est vraiment incitatif, et c'est une redevance qui sera payée par le service d'eau. Donc c'est la pénalisation des bons élèves alors? Non, le coefficient c'est 1. Lorsque, je me fais l'avocat du diable, c'est juste pour comprendre un peu mieux. Non, mais si vous devez payer 1000 et que votre service n'est pas conforme, vous payez 1000. D'accord. Si votre service est conforme, vous appliquez 0,3, donc vous payez 300 au lieu de payer 1000. Donc c'est vraiment incitatif. C'est pas 20% de remise, là c'est 70% ou 60% de remise. Alors ça sera répercuté sur la facture d'eau au titre des redevances. Ça sera payé par l'abonné à la fin, c'est toujours payé par l'abonné. Enfin, l'abonné, exactement. Oui. L'abonné sera pénalisé si son service n'est pas performant. service d'eau n'est pas performant. D'accord. Très bien. Bien d'accord, donc on s'est bien compris. Et concernant la redevance... Mais par contre, c'est bien les bons élèves qui paieront moins que les mauvais élèves, on est d'accord. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Excusez-moi, madame. Et concernant les redevances sur les prélèvements professionnels, est-ce qu'il y a une évolution des calculs de redevances? Alors, c'est un deuxième chantier qui est mené en parallèle, dont on en saura plus cet après-midi, puisqu'il y a une présentation dans le cadre du plan eau, justement, de l'évolution des redevances de prélèvement. Les propositions qui sont faites par le ministère et par le gouvernement aujourd'hui vont dans le sens de mettre en place des montants planchers de redevances de prélèvement. C'est-à-dire qu'au niveau national, il sera fixé un plancher en dessous duquel les comités de bassin et les conseils d'administration ne pourront pas délibérer. Et d'une augmentation du plafond des redevances de prélèvement, avec vraisemblablement, à partir du moment où il y a un plancher, l'idée que lorsqu'on prélève de l'eau dans le milieu naturel, ça doit avoir un coût, et on ne peut pas avoir des niveaux où des fois c'était vraiment 3 chiffres après la virgule, le mètre cube, donc ça n'avait aucun sens. Voilà. Et on avait des écarts entre, par exemple, les redevances de prélèvement pour l'alimentation en eau potable et les écarts pour l'alimentation agricole qui va de 1 à 280 fois, par exemple, le mètre cube, alors que c'est le mètre cube qui est prélevé dans le même milieu. Donc, dans la période qu'on vient de vivre après l'année 2022, il paraissait raisonnable de mettre chacun en responsabilité. Voilà. Ceci étant, le nouveau système va participer au refinancement des agences de l'eau par rapport à l'objectif de 475 millions d'euros, on est bien d'accord? Alors, la redevance dont je vous ai parlé jusqu'à présent, elle a été conçue à isofiscalité, puisque le travail a commencé depuis le mois
depuis l'été dernier. Et donc évidemment, personne n'envisageait que la hausse des dépenses des agences de l'eau puisse être un jour à l'ordre du jour, tant elle avait été sacralisée par Bercy, si je puis me permettre. Voilà, et malgré une belle unanimité. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a un peu un télescopage entre deux annonces. La réforme des redevances dont on nous explique qu'elle est vraiment à isofiscalité, donc 1,450 milliard d'euros. Et en même temps, si je peux utiliser cette expression, les plus 475 millions d'euros par an à partir de 2025 dans le cadre du 12e programme, dont on ne sait pas encore quelle va être la répartition des efforts demandés, puisque c'est des recettes nouvelles, donc ce n'est pas de l'argent frais nouveau qui vient, ce n'est pas de l'argent budgétaire, hein, c'est de l'argent des redevances. Donc ces redevances, quelle va être la part qui va être supportée par les usagers domestiques et assimilés? Quelle va être la part qui va être supportée par le monde agricole? Quelle va être la part qui va être supportée par le monde des industriels? Et puis par le monde de la production d'énergie à partir de l'eau. Donc on voit bien là, c'est encore un débat qui n'est pas tranché, qu'il faudra avoir dans chaque comité de bassin. Mais c'est deux sujets en fait qui se télescopent alors que la réforme est construite à iso-produit. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Vous êtes clair, mais c'est un sujet en soi. Ils se télescopent, mais en même temps, ils sont intimement liés. Donc, il faudra bien qu'il y ait une prise en considération, de toute façon, même à votre niveau, de cet objectif assigné par le président de la République. Bien sûr. Alors, la position de la FNCCR, c'est qu'aujourd'hui, les usagers domestiques et assimilés contribuent à hauteur de 82% aux recettes des agences de l'eau, et que la part de l'ensemble des produits des agences de l'eau qui est affectée dans le cadre du 11e programme au petit cycle de l'eau, c'est à peu près 34%. D'accord ? Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont les usagers domestiques et assimilés qui financent les politiques environnementales, déjà la politique de l'OFB, mais aussi toutes les actions en faveur des milieux qui sont portées et subventionnées par les agences de l'eau. Puisque les recettes des agences qui proviennent des redevances agricoles sont à peu près équilibrées, elles sont un peu inférieures aux aides dont bénéficient les agriculteurs des agences de l'eau, en tous les cas c'est le cas en RMC, et les industriels aussi, mais ça correspond à des petits montants, donc c'est à peu près équilibré. Voilà, le gros financeur des agences de l'eau et de toute politique environnementale, c'est l'usager domestique. Et la position de la FNCCR, c'est qu'à l'occasion de cette augmentation des plafonds de dépenses des agences de l'eau, il soit procédé à un rééquilibrage des contributions des différents usagers de l'eau, notamment sur la production d'énergie à base de l'eau, qui aujourd'hui est un vraiment piètre contributeur, au sens que ces contributions sont vraiment très marginales par rapport à son chiffre d'affaires et par rapport, si vous voulez, à l'intérêt qu'il y a. Vous avez glissé dans le cahier des charges de la mise en concurrence des barrages hydroélectriques, donc des redevances complémentaires. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est pointu, mais en tous les cas, force est de constater que... En tout cas, indirectement, c'est quand même ce que vous indiquez. Oui. Ce que vous indiquez. Vaste sujet par rapport à ça. Ouais. Bon, c'est un sujet qu'on va bien sûr approfondir, parce qu'il est quand même majeur aujourd'hui. Juste peut-être pour clôturer cet aspect, est-ce que vous avez une vision aujourd'hui des modèles européens pour voir comment la France se situe par rapport à ça, puisque à chaque fois qu'on interroge les politiques européennes, il y a toujours justement cette approche à la fois concurrentielle qui est mise sur la table, mais c'est intéressant aussi de regarder d'une manière un peu comparative comment les autres pays européens fonctionnent et se comportent. Est-ce que vous avez cette expertise? Je ne sais pas si Franco, vous avez un point là-dessus. Non, pas directement. Enfin, on n'a pas une vision globale, pays par pays. Après, ensuite, on a des rapports avec des associations qui œuvrent au niveau européen. On sait, par exemple, que des questions de redevance pollueur-payeur sont, par exemple, dans le cadre de la révision de la directive européenne aux résiduaires urbaines, la DERU,
qui est en cours. Des mécanismes qui sont envisagés repose sur une entité indépendante qui doit collecter les produits des redevances pollution, mais notamment pour les industriels. Enfin, il n'existe pas dans d'autres pays le même système qu'en France de collecte de redevances pollution, modernisation des réseaux. Donc, ce sont d'autres entités. Dans ce cadre-là, par exemple, nous on mettait en avant qu'il faut préserver le mécanisme français et pas se faire imposer une entité parallèle pour gérer ces questions. Qu'il soit un des plus vertueux. Oui. C'est pas forcément le cas. Je n'ai pas forcément un avis là-dessus. Mais pas de souci. Mais le sujet peut être intéressant quand même aujourd'hui pour analyser un peu mieux effectivement nos positionnements. Pour avancer donc dans le questionnement et puis dans les messages aussi que vous souhaitez nous faire passer. Donc on voit bien aujourd'hui qu'en termes d'acceptabilité, il faut qu'on arrive à tracer des voies pour que les conflits d'usage soient le plus limités possible, mais c'est plus facile à dire aujourd'hui qu'à faire. Ceci étant, les PTGE sont une voie qui effectivement semble pertinente, mais on voit bien qu'il faut que la méthodologie soit fine et bien respectée pour qu'il puisse conduire à une réussite. Vous avez sans doute des niveaux d'analyse aussi par rapport à ça. On souhaiterait les partager avec vous. Sur la gouvernance, on va aller assez vite. Gouvernance bassin, etc. Tout le monde partage. Aujourd'hui, les EPTB, les sages. Est-ce que vous avez quelques messages à nous faire passer sur cette approche de gouvernance par comité de bassin au niveau des agences de l'eau, les EPTB, les sages pour arriver au sous-bassin? Est-ce que vous avez des propositions à faire dans ce cadre l'eau, dans ce cadre plus particulièrement? Et puis sur la consommation domestique, on voit que depuis quelque temps, il y avait des efforts de sobriété qui étaient faits, mais on est aujourd'hui plutôt sur un plancher. Quel est votre niveau d'analyse aussi par rapport à ça? Et en perspective de la tarification différenciée, comment vous abordez éventuellement ce sujet et comment améliorer donc ces politiques de sobriété? Alors, on va peut-être commencer par l'organisation, la gouvernance. La position de la FNCCR, c'est que imposer des sages partout, ce n'est pas la meilleure façon d'agir rapidement au plus près des territoires. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un territoire qui décide aujourd'hui de se lancer dans l'aventure de la construction, de l'élaboration d'un sage, en moyenne, les sages qui aboutissent aujourd'hui ont été lancés il y a 10 ans. Donc si on se lance en 2023 dans l'élaboration d'un sage, avant 2033, il n'y a pas d'effet concret à part la discussion, à part faire un dossier de 5 ou 600 pages, après être passé devant 10 commissions à tous les échelons, bien sûr, local, départemental, régional, national. Bon. Donc, si on veut agir vite, et je crois que la situation aujourd'hui nous l'impose, même si, je vais ouvrir une petite parenthèse quand même, parce que la pluviométrie qu'on a pu avoir là un petit peu cet automne dans une grande partie de la France fait déjà oublier les effets de la sécheresse de 2022. Moi je suis un élu des Alpes-Maritimes, je peux vous dire que quand on est élu des Alpes-Maritimes, voilà, non mais je le dis parce que certains territoires disent oh, mais nous, ça y est, les ressources se sont reconstituées, mais c'est un épiphénomène, je veux dire, c'est pas la sécheresse qui est l'épiphénomène, c'est malheureusement dans les années qui viennent, il va falloir revoir le modèle de construction. Et j'en reviens à la première partie de votre question, qui était l'élaboration des PTGE. On raisonne aujourd'hui sur la base des moyennes des 10 dernières années en matière de volume prélevable. Sauf que les volumes prélevables, les PTGE qui ont été élaborés l'année dernière sur la base des 10 dernières années, on est déjà complètement décalé. Parce que l'idée, c'est d'assurer l'alimentation en eau de 4 années sur 5. Mais quand on a des références... C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'il faudrait être capable d'anticiper les PTGE sur la base de l'eau qui sera disponible au cours des 10 prochaines années, pas celle dont on a pu bénéficier au cours des 10 ou des 20 années qui viennent de s'écouler. Et donc là, on introduit un biais. Et on introduit à travers les PTGE, quelque part dans la tête des participants, une espèce de droit d'eau, parce que c'est un peu comme ça que c'est perçu, un droit de prélèvement, qui est complètement décalé par rapport à l'eau qui est disponible aujourd'hui.
Donc ça, c'est un biais. Ensuite, donc, je vous ai parlé des sages. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas 10 ans pour faire un sage qu'on ne doit rien faire. Et dans les territoires qui ont subi l'année dernière des manques d'eau importants, on voit où il y a une tension entre les usages. Bon, si les acteurs ne se sont pas encore mis autour de la table, bien, il y a la possibilité, avec les comités de bassin, qui connaissent bien le territoire, son maillage, à tous les niveaux, hein, bassin versant par bassin versant, avec les préfectures, d'organiser quelque part des assises de l'eau au niveau local, au niveau du territoire, au niveau du sous-bassin versant, pour mettre déjà les acteurs autour de la table pour discuter ensemble de l'eau, avant d'élaborer un sage. Parce que punir en plus en disant si vous n'avez pas de sage, vous allez être pénalisé. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que les gens se retroussent les manches, quoi, voilà. Donc partir des choses simples, partir du constat, de la réalité, et essayer de se fixer des objectifs qui soient en adéquation avec la quantité d'eau dont on va pouvoir bénéficier dans le futur et pas celle qui était disponible jusqu'à présent. Mais dans ce cas de figure, comment affirmer la notion de préconisation et la notion de... Voilà, qui est quand même un document qui permette de fixer des grandes orientations, voire de les imposer aussi. Exactement. Mais l'idée de ce qui se fait à peu près, ce qui a évolué dans les papis, hein, c'est-à-dire avec un papier d'intention, on pourrait très bien envisager qu'avant de faire un sage pur et dur et qui respecte l'ensemble du formalisme, on pourrait avoir, comme pour les papiers, un sage d'intention avec quelques grandes orientations déjà qui adressent, j'allais dire, des actions immédiates, enfin vraiment de très court terme. Et ensuite, lorsqu'on a déjà commencé à travailler sur justement quelle quantité d'eau disponible pour faire quoi et pour qui, élaborer un document plus construit, avec des perspectives de long terme, plus transversales. Mais si on attend le grand jour où on a le super document pour agir, il y en a qui vont tirer la langue. Je comprends, mais je reviens à ma question. Prescription, préconisation, à un moment donné, quand on veut mettre en place des politiques, il y a aussi des axes d'orientation. Nous travaillons, nous aussi, pour inscrire d'une manière plus dynamique la gestion de l'eau dans les documents d'urbanisme, SCOT et PLUI, parce que ça nous semble aujourd'hui, au travers de beaucoup d'auditions, partagées d'ailleurs, un élément qui est quand même assez déterminant. C'est vrai que les politiques de l'eau devraient être mieux prises en compte, déjà depuis les SRADET hein, jusqu'au PLUI. Voilà, on est d'accord là-dessus. Maintenant, décréter qu'il faut que chacun s'emploie à travailler sur la question de l'eau, enfin, on peut le décréter, hein, on peut l'imposer, on peut sanctionner les gens qui ne le font pas. Enfin, je pense que la position de la FNCCR, c'est de dire qu'il faut convaincre et il ne faut pas forcer ou sanctionner. Il faut arriver à emmener les gens dans l'action plutôt que les stigmatiser parce que aux endroits où, sur les parties du territoire où il n'y a pas d'organisation aujourd'hui... On n'a pas parlé de stigmatisation, on parle de prescription. Oui, mais enfin, lorsqu'une fois que c'est prescrit, que c'est pas fait, très vite on arrive à dire oui, mais vous n'avez pas appliqué le faire, voilà. Enfin, bref, pour vous, c'est la bonne volonté alors? Non, il faut inciter la bonne volonté, il faut rassembler, je dis sous l'égide des comités de bassin et des préfets. Donc inciter avec des développements de politiques conditionnelles. À court terme, déjà, agir à court terme, pour après réfléchir ensemble à des politiques plus transversales, plus larges, toujours sur le même périmètre hein, des bassins versants, hein, mais formule pour qu'on soit bien au clair, oui. Vous êtes d'accord sur la conditionnalité dans ce cas de figure? Bon, ça ne me gêne pas, ouais. Enfin, personnellement, je suis d'accord. Ouais. D'accord. Ceux qui refusent enfin, ceux qui font l'autruche, je ne suis pas sûr qu'il faille forcément... voilà. Oui. Pas du tout. Non, donc oui, c'est vrai que l'eau doit être mieux prise en compte dans l'ensemble des politiques que j'évoquais, de programmation notamment. Hein. L'idée, c'est aussi... je discute avec des responsables de services d'eau. Il nous dit, voilà, tiens, l'État, le préfet a signé un accord avec un industriel qui vient installer une entreprise chez moi. C'est super, il va créer 20 emplois. Il a besoin d'1,5 million de mètres cubes d'eau par an. Et il me dit, ben, monsieur le président,
il va falloir aller chercher 1 million de mètres cubes parce que là, on a signé, la boîte va s'implanter. Hein. Est-ce que c'est comme ça encore qu'on doit faire de l'aménagement du territoire aujourd'hui? Et est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, quand on implante une entreprise qui est génératrice de beaucoup de consommation d'eau, est-ce qu'il ne faut pas l'installer à l'endroit où il y a de l'eau? Enfin, je ne sais pas si... peut-être c'est moi qui suis décalé, hein, je ne sais pas. Lorsqu'on va installer un agriculteur sur des terrains qui étaient laissés en jachère, parce qu'il faut de l'agriculture nourricière, etc., mais on va faire beaucoup d'arrosage, et on se dit, je vais aller chercher l'eau, donc je n'ai pas assez d'eau là, donc je vais aller chercher l'eau à 100 ou 200 km, parce qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce que c'est à cet endroit-là qu'il faut implanter ce type de production? Vous voyez? Donc ça, c'est peut-être se poser ces questions-là, qui ne sont pas des questions très juridiques, hein, mais on revient un petit peu au bon sens paysan. Hein. Moi, je suis fils d'agriculteur, donc je veux dire, voilà, dans un village de 100 habitants dans les Alpes de Haute-Provence, la ruralité, je sais ce que c'est. Mais à l'époque, ça ne serait jamais venu à l'idée de nos parents ou de nos grands-parents de faire des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est un dû. Voilà, c'est-à-dire, on fait une entreprise, ben forcément, on doit amener la route, on doit amener le gaz, on doit amener l'eau. On a bien et compris, quel que soit l'endroit où mais on va chercher. ça renforce l'intérêt d'une planification qui soit vraiment partagée. C'est-à-dire que la gestion de la ressource au niveau d'un SCOT, ça veut dire qu'il y a aussi tant de mètres cubes qui sont aussi disponibles sur un territoire. Comment on accueille à la fois les populations et les activités dans les meilleures conditions. Donc là-dessus, je pense qu'on est... On est effectivement bien au clair par rapport à ça. Mais ça renvoie aussi à des phénomènes d'attractivité de territoires qui sont en surchauffe et qui, à un moment donné, accueillent des populations alors qu'ils n'en ont pas forcément les moyens. C'est aussi des activités économiques, mais pas que les activités économiques, hein, quand on y regarde un peu plus près. Hein. Cette planification territoriale, hein, des territoires qui gagnent beaucoup de population alors que la ressource en eau est aussi déficitaire, qu'est-ce qu'on fait? J'allais on continue de les accueillir. Vous évoquiez le plancher un petit peu dans la baisse des consommations d'eau par les usagers domestiques. Hein. Sur les territoires qui ont une forte progression démographique, je pense à Montpellier, je pense à Rennes, enfin, Bordeaux ou autres, enfin, je veux dire, il y a des territoires qui sont quand même beaucoup plus attractifs, ou en tous les cas, on met en œuvre des politiques pour attirer de la population. Même si on a une baisse de 1% des consommations, si vous avez 20% d'augmentation de la population en 10 ans, il va bien falloir trouver de l'eau. Mais comme l'eau disponible sur le territoire de proximité n'a pas tendance à augmenter, ben on va la chercher plus loin. Et donc après se pose la question justement de la protection de ces aires d'alimentation des champs de captage, pose la question de quel usage on fait de ces terrains-là. Je rappelle que la totalité des surfaces des aires d'alimentation de champs de captage, c'est 3% de la surface agricole utile. Et la position de la FNCCR, c'est de dire que sur ces 3% de la surface agricole utile, il faut que dans les 10 ans, on ait purement et simplement arrêté d'utiliser des produits chimiques sur ces 3%-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de l'agriculture. Sur lesquels on a bien suivi ce sujet, mais sur lesquels la filière agricole demande des compensations. Oui, mais c'est pas les compensations, elles partent, à l'avis de la FNCCR, hein, elles partent déjà du modèle agricole qu'on choisit. Si l'agriculteur qui travaille sur une aire d'alimentation de captage a le même modèle économique qu'un agriculteur qui a une obligation de faire de la production intensive, alors le système ne fonctionne pas, et ça veut dire que c'est avec la facture d'eau qu'on va payer le kilo de blé. D'accord ? Il y a d'autres possibilités de faire de l'agriculture qui existent avec des modèles moins extensifs et qui permettent à l'agriculteur de vivre du produit de ses revenus. Si sur 3% de la surface agricole utile, on développait et on ne dit pas qu'il faut le faire l'année prochaine, on se donne 10 ans pour le faire. Ça, monsieur le vice-président, on connaît bien. Il y a juste un sujet qui pose question aujourd'hui, puis après je vais ouvrir la parole à mes collègues. C'est oui, on peut très bien accompagner, mais pour accompagner malgré tout les nouveaux modèles, il faut aussi une politique d'accompagnement quelque part. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, mais ça, et donc ils n'ont pas la capacité non plus de le faire du jour au lendemain. Mais donc ça qui existe, paye et comment ça on fait existe. Les agences de l'eau payent aujourd'hui des PSE, les prestations pour services environnementaux. Moi je dis toujours à l'agence de l'eau, il manque un R à PSE, hein, pour prestations pour services environnementaux rendus. Parce que parfois, j'ai la faiblesse de croire que les services environnementaux sont supposés ou sont attendus. J'aimerais bien qu'on paye pour les services rendus.
Il y a le service fait et il y a le service rendu. Ce qui pose et pas le service attendu ou imaginé. On est d'accord. Voilà. Non, ce qui pose la qualité de l'évaluation des compensations et des services rendus, qui aujourd'hui est un vrai sujet pour nous dans notre pays. Je vais peut-être, si mes collègues veulent intervenir. Parce que... Je vous en prie, madame, c'est la fête. Je réagissais parce que effectivement, ce sont des sujets très importants que vous évoquez là. Et la notion de 3%, je ne l'avais pas en tête, mais la question de l'accompagnement derrière, de l'ingénierie, de qui coordonne, qui va devenir quand même, doit devenir un sujet. Mais sur les objectifs, vraiment, je les partage, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais il faut peut-être, alors est-ce qu'il faut seulement inciter, accompagner, ou derrière donner un certain nombre, voilà, si ce n'est pas de compensation, mais d'aller plus loin. Moi, je suis en Bretagne, hein, donc c'est un sujet assez, voilà, c'est prégnant, mais moi, je partage tout à fait les objectifs, hein, vraiment que vous citez, hein, vraiment. Mais après, comment on fait? Parce que c'est bien de dire, mais après, faut faire, voilà. Oui, sur le même sujet, parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. C'est vrai que nos collectivités, nos syndicats des eaux, beaucoup ont eu affaire aux problématiques de haies des amétolachlore. Vous avez été beaucoup interpellés par les collectivités. Donc aujourd'hui, on a 500 plus 500 captages prioritaires. Quel est le bilan que vous faites des politiques sur ces captages prioritaires? Et je crois sur les 35 000 captages, hein, à combien de captages vous évoluez ceux qui aujourd'hui, enfin, on va dire dans les 3 ans, sont concernés par des problématiques de pollution? Et après, j'en reviens à ce que disait ma collègue, comment on fait? Alors, je vais essayer de répondre à la première partie de la question et je laisserai Franco vous parler de la protection des champs captables parce que c'est vraiment un spécialiste de ces questions-là. Comment on fait? Comment on fait pour mettre en œuvre les propositions de la FNCCR sur les 3% de la surface agricole utile? Dans le cas des assises de l'eau, la FNCCR a apporté une mesure qui était assez novatrice, qui était de dire que sur les périmètres d'alimentation des aires d'alimentation de champs de captage, il fallait que le service d'eau ait un droit de préemption prioritaire pour pouvoir faire l'acquisition de ces terrains. C'est un sujet qui fonctionne. D'ailleurs, Eau de Paris travaille avec des agriculteurs qui sont sur des périmètres d'alimentation des aires de champs de captage qui sont mobilisés par Eau de Paris pour alimenter la capitale en eau potable. Hein. Et cela a apporté des résultats qui sont très intéressants. Mais ils font ça depuis des années. Hein. Ça fait sur les PSE. Oui. Donc, premièrement, on permet aux services d'eau d'acquérir ces terrains. Et à partir du moment où on est propriétaire du terrain, déjà, on peut donner à bail, bien sûr, agricole, ces terrains-là, mais avec un cahier des charges, si vous voulez, hein, ou des bois environnementaux. Donc, on a cette possibilité-là. Ensuite, il y a les aides. Je suis d'accord avec vous. On ne passe pas du jour au lendemain d'un système à l'autre. Donc, il y a une période de transition. La période de transition, elle doit être accompagnée. Et la position de la FNCCR, c'est de dire, c'est bien, on va mettre là, dans le cadre du plan eau, 100 millions d'euros pour accompagner les agriculteurs. Mais 100 millions d'euros, c'est ridicule. C'est pas assez. C'est pas comme ça qu'on va changer de paradigme. On va accompagner quelques opérations expérimentales, mais on ne va pas changer de braquet. Pour changer de braquet, ce qu'il faut, vous parliez de l'Europe tout à l'heure, il faut vraiment que la France s'empare de ces questions à travers la PAC et qu'on réoriente des crédits de la PAC sur justement l'accompagnement au changement de pratiques agricoles. Et là, il y a des moyens qui sont bien plus considérables que l'argent de la facture d'eau de monsieur et madame Michu qui économisent chaque seau pour arroser leur géranium pour payer les 100 millions d'euros aux agriculteurs. Donc, vous voyez, il y a une question d'échelle et il y a une question de volonté de changer ou pas de modèle. Sur ces 3%-là, sur les champs captants, je vais laisser la parole à Franco Novelli. Oui, vous aviez parlé des pollutions, les amétolachlore et ces métabolites. Il y en a d'autres qui arrivent aussi, chlorothalonil, les métabolites du chlorothalonil, enfin des herbicides et fongicides utilisés en agriculture conventionnelle.
Alors, les captages dits prioritaires sont pas tous ceux qui devraient être concernés par ces pollutions. Globalement, ceux qui ont fait l'objet des programmes, des plans d'action, on note quand même une amélioration sur les molécules qui étaient suivies historiquement, hein, les pollutions anciennes. Si on tient compte des nouvelles molécules, ça ne change pas grand-chose. Et aujourd'hui, on sait bien qu'avec les dernières molécules, c'est plus de la moitié de ressources en eau qui sont concernées, contaminées. Et plus d'un tiers des l'eau potable qui sera non conforme aux normes de potabilité actuelles. Donc, ça remet en cause, en fait, on n'est plus en mesure de respecter nos propres règles en matière de production d'eau potable. Si on devait mettre en place des traitements pour qu'ils soient efficaces, ça coûterait des milliards. Alors, il serait peut-être utile d'adresser, de flécher ces moyens à la transition de ces exploitations agricoles plutôt que de payer des traitements qu'on ne peut pas d'ailleurs mettre en œuvre partout. Certainement, les grandes agglomérations ont les moyens, la technicité, et puis aussi des endroits pour rejeter les eaux polluées issues de ces traitements-là, chose qu'on ne peut pas faire en campagne, au niveau des captages isolés, et puis en mettant en œuvre des techniques, des technologies qui sont très consommatrices d'énergie, qui demandent de ressources qui proviennent d'ailleurs, parce qu'on ne les a pas en France. Donc se rend dépendant, extrêmement dépendant, pour produire de l'eau potable, c'est quand même c'est pas une bonne voie. Enfin, en tout cas, la mission et la gestion durable, là, c'est pas durable, hein, pour le coup. S'il faut tout à fait mettre en œuvre des traitements pour protéger la population, la santé de la population vis-à-vis de certaines pollutions, il faut le faire, mais alors il faut vraiment qu'on puisse parallèlement engager une transition. Là, on ne peut plus faire croire aux agriculteurs qu'on peut continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Je peux vous poser une question technique, parce que moi je suis élu francilien et il y a un débat public en cours sur l'osmose inverse et avec un coût estimé pour le CEDIF quand même à 2 milliards par exemple, qui sur la note d'eau des franciliens c'est quand même 20 centimes je crois, ou quelque chose comme ça au mètre cube, mais qui est absorbable. Mais cette technique ne peut pas être généralisée. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'il y a quand même un problème de conception, de se dire qu'au fond, on va investir des milliards sur le traitement plutôt que d'investir ces milliards sur la prévention, quoi. Mais vous citiez un sujet que je ne connais pas, de ressources. Pour cette méthode-là, il y a besoin de ressources importées, c'est ça ? Pour cette méthode-là, on peut peut-être trouver en général, ce qu'on met en œuvre comme traitement lorsqu'on n'utilise pas l'osmose inversée basse pression, c'est des charbons actifs. Les charbons actifs, on les fait venir d'ailleurs. Il faut les régénérer à des fréquences de plus en plus élevées, 4-5 fois plus élevées que les fréquences anciennes. Donc, ça veut dire qu'il faut les retirer, il faut les envoyer en traitement. Oui, essentiellement. De plus en plus d'usagers maintenant commencent à se doter de techniques de traitement individuel maintenant. Oui, je veux bien effectivement éclaircir un peu un point donc, sur l'accompagnement des agriculteurs. Il y a quand même de l'expertise qui existe maintenant depuis plusieurs années dans les territoires sur la transition agroécologique. Il y a des exploitations qui ont fait leur transition agroécologique et qui s'en sortent. Et là, dans nos propositions, en fait, il s'agissait d'accompagner les agriculteurs des aires d'alimentation de captage avec un objectif dans 10 ans, en concertation avec eux pour justement choisir en fait les étapes sur 10 ans
pour essayer de faire cette transition agroécologique et évidemment avec un accompagnement personnalisé. Mais ça ne peut pas se faire en fait sans l'impulsion du gouvernement. Il faut une vraie impulsion du gouvernement sur ce sujet-là. Il y a certaines aires d'alimentation de captage sur lesquelles il y a des concertations en cours justement pour définir des étapes sur 10-15 ans pour aboutir finalement au zéro pesticide de synthèse utilisé sur ces aires d'alimentation de captage dans 10 à 15 ans. Donc on est effectivement conscient que ça prend du temps, mais plus on attend, voilà, plus on va tarder. Et il nous semble qu'il faudrait justement, dans ce problème de transition agroécologique, donc, qui est souhaité mais très compliqué, on pourrait faire des aires d'alimentation de captage justement des territoires expérimentaux pour cette transition agroécologique qui pourront servir ensuite à d'autres territoires sur lesquels il n'y a pas forcément d'aire d'alimentation de captage, mais où il y a une volonté du coup de faire cette transition. Pour revenir sur Haut-de-Paris, donc effectivement ils ont un paiement pour service environnemental donc, qui est en cours. C'est une mesure qui a dû être notifiée à la Commission européenne parce qu'on a beaucoup de réglementations sur les aides agricoles qui contraignent l'action des collectivités pour accompagner les agriculteurs dans leur transition. Et donc les processus de notification d'aide agricole sont quand même très complexes. Donc effectivement, Haut-de-Paris a réussi et a priori leur PSE semble fonctionner et donner des résultats. Donc c'est très intéressant. Mais du coup, il faut rappeler que ce n'est pas à la portée de toutes les collectivités. Voilà. Et après, sur le bilan de la politique des captages prioritaires, donc effectivement, on a quand même des collectivités qui ont mis en place des plans d'action depuis une bonne dizaine, plus de 10 ans d'ailleurs, plus de 10 ans, avec donc parfois des résultats, donc comme Haut-de-Paris qui a eu des résultats, Haut du bassin rennais aussi a mis en place, mais aussi des politiques très innovantes pour protéger ces aires d'alimentation de captage. Mais du coup, donc il y a des résultats. On ne peut pas faire rentrer directement dans les SCOT, justement. Alors on peut, avant même, on peut profiter de révisions déjà pour, vous voyez, cranter, pour éviter aussi de perdre trop de temps. Mais ça serait intéressant, parce que du coup, c'est aussi un partage. Les SCOT ont aussi ce mérite d'être dans une négociation commune au niveau des collectivités concernées. Et du coup, on identifie tous les périmètres de captage. Et derrière, on peut identifier aussi des zones et des zonages particuliers sur lesquels on va essayer de travailler la reconversion et ces approches-là. Oui, évidemment, en fait, ce serait très intéressant, justement, enfin, c'est la mise en cohérence de toutes les politiques publiques et en fait, mettre en cohérence les politiques de développement rural, d'alimentation, avec les politiques publiques de l'eau et avec les politiques publiques d'aménagement, ce serait évidemment beaucoup plus cohérent. Parfois, certains PAT commencent à s'y intéresser d'ailleurs, d'un peu plus près. C'est intéressant aussi dans l'approche. Le temps passe malheureusement. Je vous rappelle que les éléments qu'on n'aura pas pu aborder, sur lesquels vous voulez faire passer un message, vous les communiquerez. Il n'y a vraiment aucun souci, on y sera très attentif. Je voudrais quand même revenir sur un sujet au niveau des collectivités, sur le sentiment d'un sous-investissement des collectivités, notamment sur l'entretien des réseaux, et pour le coup, les réseaux fuyants aujourd'hui, qui nécessiterait, certains employaient ce terme, un véritable plan Marshall pour arriver. Donc, quelle est votre vision peut-être aussi sur le sujet? Et puis, ça pose bien sûr la délicate question de la gestion différenciée en fonction des collectivités et de leur capacité aussi à faire. Donc, on connaît bien le débat au niveau du Sénat par rapport à ça, sur la bataille au niveau de l'intégration dans les communautés de communes, des syndicats des eaux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un point de vue, même s'il est peut-être difficile pour vous au niveau de la FNCCR, sur ce sujet-là? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux promouvoir des systèmes qui reposent sur une assiette suffisamment large pour pouvoir accompagner les programmes? Qu'est-ce qu'il en est? La FNCCR, elle représente plus de 600 collectivités, 90% de la population desservie en eau en France. Donc elle a quand même une assise représentative. Sa position, elle est très claire. C'est que un service d'eau
qui n'a pas une taille critique ne peut pas mener à bien une politique ambitieuse de l'eau. Une politique ambitieuse, c'est quoi? C'est la protection de la qualité, la continuité du service de l'eau, c'est-à-dire faire face aux aléas climatiques, et puis mener une politique d'investissement. D'ailleurs, il est surprenant aujourd'hui que les dérogations qui existaient à l'époque avant la loi NOTRe continuent à s'appliquer. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une commune de moins de 1000 habitants, vous avez tout un tas de dérogations qui vous permettent de ne pas appliquer la loi sur l'eau, hein, c'est-à-dire d'avoir un budget sincère, d'avoir un budget annexe, etc., etc. Et souvent, ces petites collectivités, elles ont des tarifs de l'eau qui battent toutes... Enfin, il n'y a pas de concurrence possible, hein. C'est normal puisque c'est avec l'impôt qu'on paye le cantonnier, c'est avec l'impôt qu'on paye le véhicule, c'est avec l'impôt qu'on paye les tuyaux lorsqu'on doit en changer un. Donc il y a déjà cette question de la sincérité des budgets d'eau. À partir du moment où on applique la loi NOTRe, c'est-à-dire qu'on passe à une taille de service qui est au moins pas inférieure à celui de l'intercommunalité, la position de la FNCSR, c'est surtout de ne pas dire il y a un modèle qui est un bon modèle. On a des services qui sont des services de grandes collectivités, qui gèrent que la collectivité, qui ont des tailles critiques qui permettent d'avoir une vraie mise en œuvre de politique. Il y a le système des intercommunalités qui fonctionne bien. Il y a le système des syndicats intercommunaux, des syndicats interdépartementaux. Donc chaque taille, les SPL, chacun a le droit d'avoir son mode d'organisation. Par contre, ce qu'on ne peut pas, c'est rester seul dans son coin, comme le village gaulois, et se plaindre qu'on n'a pas assez d'aide et qu'on n'arrive pas à faire les choses bien. Je pense que chaque habitant du territoire français a le droit d'avoir de l'eau et a le droit d'avoir de l'eau potable. Et quand je dis qu'il a le droit d'avoir de l'eau potable, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que les contrôles dans ces petits services sont quasi inexistants. D'accord ? Et lorsqu'il y a un contrôle, je peux vous en parler savamment, souvent, l'agent du laboratoire qui vient faire le prélèvement, il a prévenu une semaine avant et il est accompagné par quelqu'un du service d'eau. C'est-à-dire que si on faisait ça dans les grands services, on aurait 105% de conformité. Hein? Non mais, moi je dis les choses, on est là pour se dire les choses aussi. Donc il y a 2 poids 2 mesures aujourd'hui. Et moi je pense que chaque citoyen a le droit, en France, en 2023, d'avoir de l'eau et d'avoir de l'eau potable. Voilà. Très bien. Et sur les réseaux fuyants, le plan Marshall? Sur le plan Marshall, là aussi, il ne faut pas se tromper. Entre le volume financier d'argent qui est mis dans les renouvellements de canalisation et l'efficacité de l'argent qui est mis. Il y a une question d'efficience qui se pose. On peut très bien dépenser 2% de son budget à faire du renouvellement de canalisation sans améliorer les performances du réseau. Si vous renouvelez des canalisations qui sont en bon état et que vous n'allez pas intervenir là, non mais c'est vrai, mais c'est le cas. Mais ça arrive. On fait une route nouvelle, on dit ben alors on ne va pas être embêté parce que je ne reviens pas pendant 20 ans, donc je change le tuyau d'eau, le tuyau d'assainissement. On ne se pose pas la question si le tuyau a été posé il y a 20 ans et qu'il va durer 80 ans, ce qui n'est pas le cas de la route. La route, d'ici 80 ans, on va venir la refaire. Hein. Donc on va changer le tuyau. Alors oui, je peux dépenser beaucoup d'argent à poser des tuyaux. Bon, ça fait plaisir au moins à certaines industries hein, de changer des tuyaux. Mais la question, ce n'est pas ça. La question, ce n'est pas quel est le volume financier d'argent ou quel est le linéaire de canalisation que je remplace. C'est de quels outils je dispose pour mettre, lorsque je mets 1 million d'euros, pour améliorer au maximum le rendement de réseau. Donc il faut connaître son réseau, c'est ce qu'on appelle la gestion patrimoniale, et puis il faut aussi travailler, et aujourd'hui il y a de plus en plus de services qui le mettent en œuvre, avec l'intelligence artificielle pour savoir quels sont les secteurs les plus fuyards. Travailler aussi sur la pression de service. Il y a des moyens, mais pour le coup, à ce moment-là, il faut affirmer les conditionnalités dans la connaissance fine de son patrimoine, et il faut qu'aujourd'hui les syndicats soient en mesure d'avoir une vision qui soit la plus exacte possible, sur laquelle ils devraient adosser un programme pluriannuel d'investissement qui soit inscrit dans un modèle économique forcément calculé, ce qui est loin d'être toujours le cas. C'est un des critères qui est retenu pour la redevance de performance des services d'eau et d'assainissement dont je vous parlais en introduction. D'accord, d'accord. Oui, bon, je pense qu'on ne peut qu'y souscrire, n'est-ce pas? Ça rejoint, nous aussi, la démarche un peu plus globale que l'on essaye aussi d'approfondir sur l'intérêt de contrats d'objectifs et de performance à tous les niveaux. Bien sûr. Quand on y regarde un peu plus près, à tous les niveaux. Je vais revenir sur la tarification. Vous m'avez interrogé sur la tarification en 2 minutes peut-être, pour dire que
la tarification progressive qui a été évoquée dans les 53 mesures du plan eau, c'est une possibilité, c'est peut-être une possibilité qui est offerte aux services. La position de la FNCCR, c'est que chaque service d'eau doit mettre en œuvre, en fonction de la réalité de son territoire, une tarification qui est adaptée. Ce qui paraît le plus important lorsqu'on change le mode de facturation sur un service d'eau, c'est d'avoir déjà la connaissance très fine, j'allais dire presque exhaustive, de la segmentation de ces consommateurs. C'est-à-dire, lorsque je vais agir sur tel levier, qu'est-ce que ça a comme impact? Sur combien d'abonnés? Sur quel abonné? Parce que les grandes idées, ça peut provoquer des effets secondaires qui sont catastrophiques sur le terrain et souvent qui sont contre-productifs. C'est-à-dire qu'on veut atteindre un objectif et plein de bonnes intentions, on va à l'encontre des souhaits qu'on veut porter. Donc déjà, il faut cette connaissance-là. Cette connaissance-là, c'est une bancarisation des consommateurs, des profils du consommateur et faire des simulations. Ça, c'est la première chose. La tarification progressive, je peux en parler puisque sur Nice, nous l'avons mise en œuvre depuis 2015. Donc on a été parmi les précurseurs, 3 tranches, 0,60 mètres cubes, 60, 120, au-delà de 120 mètres cubes. D'accord? Bon, par rapport à la tarification antérieure, on avait une isofacture à 350 mètres cubes. Ce qui est vrai à Nice n'est pas forcément vrai à Cannes ou n'est pas forcément vrai à Paris ou à Montpellier. La position de la FNCCR, c'est de dire qu'il faut arriver à mettre en place une tarification différenciée, notamment lorsqu'on a, par exemple, des résidences secondaires, c'est-à-dire des tarifications saisonnières ou des tarifications des résidences secondaires. C'est possible aujourd'hui, on sait quels sont les logements qui sont occupés à l'année et les autres. Pourquoi? Parce que c'est en fait la consommation marginale qui définit les besoins du service. Le service, on ne le dimensionne pas sur les besoins moyens, on le dimensionne sur le besoin de pointe. D'accord? Et donc, c'est pour les quelques centaines de résidents qui viennent passer 15 jours par an qu'on renforce les capacités de production, les réservoirs, la capacité de stockage, les diamètres des canalisations, etc. Et ces personnes-là ne contribuent, enfin ces usagers-là, ne contribuent que très peu aux charges du service, parce qu'ils ont des consommations qui sont très faibles. Une résidence secondaire, même lorsque les gens ne font pas attention. Mais ils payent un abonnement à l'année. Oui, mais l'abonnement, ça ne peut pas représenter plus du tiers de la consommation, vous savez ça. Donc, la contribution au service, sauf que l'abonnement, il ne permet pas de financer, de dimensionner le service. Donc, c'est des contributions aux charges du service qui sont modestes, d'accord, par rapport aux investissements et aux coûts d'exploitation qu'il faut générer en période de pointe. Et en période de pointe, c'est les périodes où on est à l'étiage, où il y a beaucoup moins d'eau. Donc, ça veut dire qu'il faut aller... Ça interroge le système d'alimentation en eau pour des consommations qui sont très limitées dans le temps. C'est vrai, c'est exactement la même chose sur les stations de ski. Mais là, c'est en plein hiver. Mais trouver de l'eau lorsqu'il fait moins 30 dehors à 2000 mètres d'altitude, c'est compliqué. Mais par contre, là, les gens, ils prennent tous 2 à 3 douches par jour. Enfin, je veux dire, vous rentrez du ski le matin, etc. etc. Et l'eau coule et c'est... Enfin, voilà. Juste, donc la tarification différenciée, oui. Oui, on est d'accord, je pense. Mais comment on va faire, là, cette histoire? Parce que le gouvernement souhaite mettre en place une mission d'information parlementaire sur le sujet. Il va saisir le CESE aussi sur le sujet. Oui. Comment vous voyez un peu les choses? Parce qu'effectivement, il va falloir travailler sur de la différenciation, mais en même temps, il va falloir monter en conscience collective sur le sujet quand même, à tous les niveaux. Donc, vous êtes, un organisme de formation et d'accompagnement, donc c'est un vrai sujet. Comment on capitalise sur quand même... voilà, vu la complexité, ça mérite quand même des travaux vraiment collectifs. On fait comment, là? Écoutez, en tant qu'animateur du CCPQSPEA, le comité consultatif sur le prix et la qualité de service public de l'eau et de l'assainissement, qui est une émanation du CNE, c'est un sujet dont nous débattons à chaque réunion. Il y a des tas d'expérimentations qui ont été réalisées sur la tarification sociale. On a suivi ça de très près. Et on s'aperçoit là aussi qu'il y a des difficultés sur le territoire. J'étais encore sur le territoire du Dunkerquois. Les difficultés qu'a le service d'eau pour récupérer les données de la part de la CAF pour pouvoir mettre en œuvre des politiques sociales. Parce qu'il y a la dimension... En fait, ces politiques tarifaires, elles doivent avoir un double objectif. Elles doivent permettre
à chacun d'accéder à l'eau, et donc d'être capable de payer sa facture d'eau pour l'eau qu'il consomme, mais elles doivent aussi permettre aux services d'avoir un niveau de recette qui lui permet de faire face aux enjeux d'accélération de l'adaptation au changement climatique, de la raréfaction de la ressource, de l'augmentation des traitements dont on a parlé à cause de tous les produits qu'on met dans l'eau, on les met, il faut les enlever, ça a un coût énorme. Et en même temps, il faut inciter aux économies d'eau, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit aux gens consommez moins d'eau, on scie un peu la branche sur laquelle on est assis, puisque les recettes du service d'eau sont proportionnelles au volume consommé. Donc, c'est un sujet vraiment complexe. Hein, voilà. Donc, entre l'accès de tous à l'eau, l'équilibre du système, le financement, et puis le financement des agences de l'eau, qui est payé quand même toujours sur la même facture, en bas à droite. Hein. J'ai compris. Mais vous ne m'avez pas répondu sur la méthode. Ça vous va, cette méthode du gouvernement, mission d'information parlementaire, saisine du CESE Association du CCPQ-SPEA, voilà. Association du CCPQ-SPEA, je n'ai pas entendu, je pense qu'ils ont un peu oublié. CCPQ-SPEA, vous avez à la fois les services d'eau, les grands services d'eau, les associations de consommateurs, les agriculteurs, les industriels, il y a tout le monde. Oui, mais je pense qu'il va falloir y réfléchir. Anecdotique, mais... Et puis, Madame Vandeval veut intervenir aussi. Non, vous êtes quand même d'accord qu'on ne peut pas maintenir des tarifications dégressives? Parce que j'entends les spécificités, les analyses, mais on a quand même des exemples inversés avec des tarifications dégressives qui... Ça, il faut l'interdire tout de suite. Bon, il n'y a pas de... On est tous d'accord. C'est inciter à consommer plus, c'est même plus anachronique, là c'est ridicule. Oui, en 2 mots, effectivement, on a eu beaucoup d'expérimentations sur la tarification sociale notamment, mais en fait, on a beaucoup de tarifications incitatives, sociales, etc. On a très peu d'évaluation en fait des effets positifs et négatifs de ces tarifications. Et donc, voilà, ça c'est un sujet, justement, on est en cours de discussion justement pour travailler aussi là-dessus. Et c'est un sujet aussi que le Club des économies d'eau porte. Mais je vais laisser Hervé conclure. Oui, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de montrer que la politique tarifaire est vraiment un levier sur la diminution de la consommation d'eau. Il n'y a personne qui l'a démontré aujourd'hui. Par contre, c'est un levier, je pense que c'est un levier plus psychologique. C'est valable pour l'énergie, c'est pas valable pour l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a un effet de seuil. On se rend compte en fait que sans sensibilisation, la tarification n'a que peu d'impact sur les consommations. Ce n'est pas la tarification, c'est la sensibilisation. Je prends l'exemple cet été, l'été dernier. Parce que c'est pas assez cher, peut-être, certainement. Je pense qu'aujourd'hui, le prix de l'eau n'est pas à sa juste valeur. On ne peut pas mener à bien les politiques ambitieuses qu'on a décrites pendant tout notre entretien en ayant encore aujourd'hui des collectivités dont le seul slogan, c'est l'eau la moins chère de France. Sauf quand c'est corrélé à l'accès. Puisqu'il y a 2 paramètres, le coût et le fait d'avoir accès à la ressource ou au volume. Donc, vous voyez. Hein. Avec justement l'objectif de la directive eau potable d'accès à l'eau. Oui, mais ça, c'est l'accès pour les plus démunis. Pour un usager industriel, l'importance va être d'autant plus forte qu'il a accès à un volume de ressources. Si on lui dit qu'il aura accès à une ressource moindre parce que la notion même de l'importance de ces usages, vous voyez, j'avais compris, c'est dans ce sens-là, bien sûr. Parce que l'industriel, s'il sait que l'été, on risque de lui couper l'eau 12 heures par jour, peut-être qu'il va réfléchir à un process qui va optimiser sa consommation d'eau pour la diminuer au maximum. Alors que s'il suffit de payer quelques centimes de plus le mètre cube, on laisse les vannes ouvertes, on est bien d'accord. Les mots de conclusion, d'abord merci. Merci de nous avoir reçus et écoutés attentivement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit bien à travers tous les échanges qu'on a eus que la politique de l'eau, c'est une politique globale. Donc on ne peut pas la traiter segment par segment et répondre
à chaque question de façon binaire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Il faut avoir vraiment cette vision d'ensemble. Et puis, on a découvert, si ce n'était pas le cas, que ce sont des politiques de long terme. C'est-à-dire que les Romains construisaient des aqueducs avant de construire des villes. Et aujourd'hui, on veut régler par des mesures en 6 mois les problèmes d'alimentation en eau pour les prochaines décennies. Donc c'est vraiment des politiques de long terme. Donc il faut se poser. Et puis, ce qu'on évoquait tout à l'heure, dans les documents aujourd'hui de partage de la ressource, de mobilisation de la ressource, on regarde l'eau qui était disponible au cours des années précédentes. Il faut aujourd'hui vraiment qu'on regarde l'eau qui sera disponible demain, au moment où on va l'utiliser. Et donc il faut anticiper. Je voudrais aussi évoquer le point qui me paraît important et dont on a beaucoup parlé, c'est le fait que la quantité d'eau disponible et la qualité de l'eau sont indissociables. Dès qu'on a une raréfaction de la ressource, on a une concentration, on a une dégradation de la qualité. Et c'est l'inverse dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand vous prenez une tempête Alex sur votre territoire, ben, je peux vous dire que vous dégradez fortement la qualité de l'eau pendant la tempête, mais après pendant toutes les autres années, avec les restructurations morphologiques qui font qu'il y a des sources qui ont disparu carrément. C'est donc quantité, qualité, c'est indissociable. Donc on ne peut pas raisonner qu'est-ce que je fais pour améliorer la qualité de l'eau. Il faut vraiment voir tout ça. Et puis, voilà, l'agriculture, ce n'est pas un sujet connexe. Ça fait partie du sujet de l'eau. Et le modèle agricole doit être interrogé. Je pense que sur les aires d'alimentation de champs de captage, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut vraiment que dès à présent, on s'engage à supprimer au cours des 10 prochaines années la totalité des intrants chimiques qui viennent de dégrader la qualité des masses d'eau. Parce que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est un peu la politique des shadocks. C'est-à-dire, je mets un peu plus de produits, je trie un peu plus, je mets un peu plus, je trie un peu plus. Pas de souci, je sais traiter, donc je peux continuer à en mettre. Mais enfin, c'est pas possible, enfin, c'est pas censé. Et je rappelle que ça représente simplement 3% des surfaces agricoles utiles. Voilà. Bien, bah écoutez, merci beaucoup pour ces échanges. On aurait aimé passer encore plus de temps avec vous. On a une audition qui redémarre, malheureusement. Mais comme je vous l'ai indiqué, vraiment, sur les messages éventuellement que vous n'avez pas pu nous faire passer, on sera vraiment très attentifs voilà, par rapport à vos documents. Et on se reverra.